Commençons par un peu de contexte et plongeons dans le tourbillon de l'histoire au XVe siècle, une époque où la France était en proie à des bouleversements profonds. Au cœur de cette période se déroulait la célèbre guerre de Cent Ans, un affrontement acharné entre la France et l'Angleterre. Mais ce n'était pas seulement un combat pour le territoire, c'était une lutte intense pour la légitimité du trône français. À l'intérieur des frontières, la France n'était pas unie. Elle était fragmentée par des rivalités incessantes entre des maisons nobles puissantes telles que les Bourguignons et les Armagnacs. Ces conflits internes affaiblissaient la nation face à la menace anglaise. Imaginez cette époque, des famines ravageaient le pays, des épidémies dévastatrices telles que la peste noire marquaient les esprits. Et les tensions sociales étaient palpables. La population luttait pour sa survie, au milieu de ces crises économiques et sanitaires. C'est dans ce tumulte que surgit une figure extraordinaire, Jeanne d'Arc. Son histoire se dessine dans ce contexte complexe où la France cherchait désespérément un rayon d'espoir, une lueur dans l'obscurité de la guerre et de la discorde. Jeanne incarnera bientôt ce symbole d'espoir et de résistance. Nous remontons au village de Domrémy en 1412, dans l'actuelle Lorraine, où naît Jeanne d'Arc, une enfant ordinaire au destin extraordinaire. C'est ici qu'elle grandira, au milieu de cette France troublée, dans une famille de paysans imprégnée des récits héroïques des plus grandes personnalités de l'époque. Mais dès son plus jeune âge, elle dut ressentir des visions et entendre des voix, qu'elle attribuera à des saints tels que Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces visions lui parlent d'une mission, sauver la France et aider le dauphin Charles à être couronné roi. Le dauphin Charles, qui est le fils du roi actuel, Charles VIe du nom, également appelé Charles le Fol. C'est seulement à l'âge de 16 ans que Jeanne recevra cette mission. Après avoir quitté son village natal pour se rendre près du dauphin à Chinon, en actuel centre-Val de Loire, et après avoir traversé des territoires occupés par les ennemis de la France, puis, bravé tous les dangers, elle demande audience auprès du dauphin. C'est dans les couloirs du château de Chinon que sa rencontre avec Charles VII scellera le début d'une page capitale de l'histoire de France. Désormais, Jeanne se lance dans des guerres de reconquête suite aux multiples batailles gagnées par les Anglais. Guidée par sa conviction et sa foi, Jeanne accompagne les troupes françaises dans plusieurs campagnes militaires. Sa présence galvanise les soldats et renforce leur confiance. L'une des victoires les plus marquantes survient à Orléans en mai 1429. La ville était assiégée par les Anglais depuis plusieurs mois, mais avec l'arrivée de Jeanne et de Charles VII, les troupes françaises parviennent à lever le siège. Cette victoire est considérée comme un tournant majeur dans la guerre de Cent Ans, redonnant espoir au royaume de France. Charles VI étant déjà mort depuis 1422, Henri VI revendiqua le trône de France, ce qui conduit à une période de dualité de pouvoir entre lui et Charles VII. Mais heureusement, cette précédente victoire à Orléans renforce la légitimité de Charles VII à être sur le trône, et est donc couronné en 1429 à Reims. Ce sacre symbolise son autorité et lui permet d'asseoir son règne. Charles VII est donc, désormais, le roi de France. Mais malheureusement, l'histoire de Jeanne d'Arc ne s'arrête pas ici. Après le sacre de Charles VII, Jeanne aurait très bien pu arrêter de combattre dans les guerres de France, mais ce n'était pas dans ses plans. Au contraire, quelques années plus tard, en 1430, durant une bataille proche de Compiègne, Jeanne serait capturée par les Bourguignons, qui étaient alors alliés aux Anglais. Jusqu'à là, rien de catastrophique, mais pourtant, les Bourguignons vont vendre Jeanne d'Arc aux Anglais, par intérêt financier, mais également parce qu'ils vont penser que cet acte va permettre d'affaiblir les forces françaises soutenues par Charles VII, mais aussi de renforcer la position de l'Angleterre dans le conflit. Pour les Anglais, le plan est une réussite en même temps que d'être un échec. D'un côté, ils ont capturé Jeanne, qui redonnait le moral aux troupes françaises lorsqu'elle était présente durant une bataille, et de l'autre côté, sa capture a renforcé la détermination des Français à continuer le combat. Suite à sa capture, Jeanne sera amenée à Rouen, où elle subira un emprisonnement hostile et humiliant. En 1431, un procès en hérésie contre Jeanne d'Arc est organisé par l'Inquisition.
Les accusateurs cherchent à discréditer Jeanne en l'accusant d'hérésie, de sorcellerie et de crimes religieux, mais également de porter des vêtements masculins. Pendant le procès, elle est interrogée à plusieurs reprises. Malgré la pression et les pièges tendus par ses accusateurs, Jeanne maintient avec conviction la validité de ses visions et de ses missions divines. Même avec sa défense courageuse et sa détermination, la sentence finale est tombée. Jeanne est jugée coupable d'hérésie par le tribunal ecclésiastique. Nous sommes le 30 mai 1431, sur la place du Vieux-Marché à Rouen. Jeanne d'Arc a actuellement 19 ans, et les Anglais viennent de la brûler vive sur le bûcher de la place, devant des milliers d'Anglais et de Français. Sa mort suscite des réactions diverses. Certains la considèrent comme une héroïne martyre, tandis que d'autres la condamnent pour ses actes supposés. Après sa mort, Jeanne d'Arc devient rapidement une figure emblématique de la résistance française. Sa réputation se renforce avec le temps, et elle est réhabilitée en 1456 par la France, reconnaissant son innocence et rétablissant son honneur. Elle est béatifiée en 1909 et canonisée en 1920 par l'Église catholique, devenant ainsi Sainte Jeanne d'Arc. Ces événements post-capture ont façonné l'héritage de Jeanne d'Arc, faisant d'elle une figure emblématique de la France, une martyre et une sainte, dont l'influence dépassait largement sa vie et sa mort.